tous. Est-ce un principe, est-ce une valeur, voire est-ce une nouvelle religion, cette laïcité dont on nous rebat les oreilles à longueur de temps, qu'il s'agisse d'une crèche dans une mairie, d'un calendrier de l'Avent en classe primaire, d'un voile dans un lycée ou plus dramatiquement de l'assassinat d'un professeur. Mais que sait-on vraiment de la laïcité? Car trouver une place pour les religions dans la société préoccupe l'autorité politique depuis l'Antiquité et comme toujours, pour bien comprendre un phénomène de société, il faut remonter aux sources de l'histoire longue, ce que nous allons faire avec notre invité, Éric Anseau. Éric Anseau, bonjour. Bonjour Guillaume Fiquet, merci de me recevoir. Je vous en prie, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lorraine, spécialiste de l'histoire politique et sociale de la France contemporaine, et vous avez publié une trentaine d'ouvrages. Je vous avais déjà reçu pour nous parler de Napoléon III, mais aussi de votre remarquable histoire mondiale des impôts, et aujourd'hui pour un livre paru en 2022 et qui vient d'être édité par Passé Composé dans sa collection de poche. Et il s'agit de la laïcité, un principe de l'Antiquité au temps présent. Alors, ce qui est original et exceptionnel dans votre ouvrage, c'est qu'au milieu d'une biographie pléthorique, vous êtes le seul à en faire une approche historique. Alors, est-ce que ça vous paraissait, historique, vraiment sur l'histoire longue, alors est-ce que ça vous paraissait vraiment nécessaire de faire ça aujourd'hui? Ah, tout à fait. Alors, je pense que l'historien a beaucoup à apprendre au public sur la laïcité. Qu'est-ce qui m'a motivé à écrire ce livre? Trois choses. D'abord, vous l'avez dit, je suis un historien du politique, un historien de l'État, et inévitablement, aujourd'hui, la laïcité occupe une place tout à fait centrale dans l'État. La deuxième chose, c'est qu'il y a énormément de contresens sur la laïcité, et il suffit d'écouter les journalistes, la presse, les politiques, et il y a une forme d'instrumentalisation. Et puis le troisième élément, c'est que la laïcité, moi quand j'étais jeune, vous aussi sans doute, on n'avait pas l'expérience parce qu'on n'en parlait plus. Il n'y avait plus de problème. Et depuis une trentaine d'années, elle a ressurgi sur l'avant-scène, et vous l'avez rappelé dans votre avant-propos, on en parle constamment. Donc il y avait véritablement besoin de revenir aux sources pour expliquer en profondeur historique le phénomène et comprendre pourquoi il est tant instrumentalisé, tant d'erreurs autour de ce principe. Oui, parce qu'on a tendance à en faire aujourd'hui une valeur, alors que vous affirmez, c'est important, vous le mettez dans votre titre, un principe. Ah, c'est beaucoup plus qu'une valeur. Alors, les valeurs de notre République, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Voilà trois exemples de valeurs. Ce sont les trois valeurs fondamentales. Mais pour que ces valeurs puissent être mises en musique, au sommet, vous avez de grands principes, des principes fondamentaux, des principes fondateurs. Et en République, nous en avons quatre qui sont tout à fait clés. Il y a bien évidemment la souveraineté nationale. Ouais. C'est la mère, si j'ose dire, de tous les principes. Dès 1789, ça remplace la souveraineté royale. La monarchie absolue de droit divin. Vous avez le principe démocratique, deuxième grand principe. Troisième grand principe, l'indivisibilité de la République. Alors pendant très longtemps, la République était une et indivisible. On voit qu'il y a encore beaucoup de politiques qui utilisent cette formule, mais en fait, il n'y a plus d'unité de la République, je le précise, dans la Constitution de 1958. Je ne vais pas expliquer pourquoi ça nous entraînerait trop loin. En revanche, l'indivisibilité demeure. Et puis, quatrième grand principe, la laïcité. Notre République est laïque depuis la 4e République en 1946, mais même si le mot n'était pas utilisé, on va sans doute y revenir, depuis les années 1880, donc depuis la 3e République. D'ailleurs, dans votre introduction, vous soulignez la difficulté à en donner une vraie définition de cette laïcité. Oui, parce que ce que ne savent peut-être pas ceux qui nous suivent aujourd'hui, les téléspectateurs, c'est qu'en fait, il y a à peu près 210 pays sur Terre, à l'ONU ou un tout petit peu moins, et sur les 210, les 2/3 des pays pratiquent une forme de laïcité. Je dis bien les 2/3. Les États-Unis, ça surprend toujours lorsque je le dis, sont un pays laïque. Alors, exemple inverse, le Royaume-Uni n'est pas un pays laïque, mais vous voyez, la plupart des pays musulmans, on y reviendra peut-être, ne sont pas, ça vous vous en doutez, des pays laïques. Mais, donc vous avez 140 pays sur Terre à peu près qui sont laïques, mais loin s'en faut que tous
pratiquent la même laïcité. Si vous voulez, la laïcité, en vision large, c'est 4 choses. Première chose, c'est la liberté de conscience et la liberté de culte. Ça, c'est tout à fait fondamental. Deuxième élément, et en profondeur historique, je dirais même, c'est le premier, c'est le refus de l'assujettissement du pouvoir civil et du pouvoir politique à toute forme de pouvoir religieux. Les deux peuvent coexister, mais le pouvoir religieux ne peut pas asservir ou dominer le pouvoir civil, c'est fondamental. Sinon, vous n'avez pas de laïcité dans un État. Et le troisième principe, c'est la possibilité pour toutes et tous de croire au ciel ou de ne pas y croire sans subir de persécutions, de brimades, etc. Donc, à partir du moment où ces 3 principes, ces 3 idées sont respectées, il y a la laïcité. Donc vous voyez, ça donne quand même un très large panel de possibilités. Et d'ailleurs, d'où vient ce terme le mot laïcité? Bon, il y a l'étymologie, parce que alors, ce qui m'a frappé, c'est effectivement, on écrit, alors laïque, on peut l'écrire de plusieurs façons, avec un C ou Q. Alors il y a 2 choses là dans votre question, c'est très intéressant. Le premier élément, ça vient de l'Antiquité grecque, donc ça remonte très très loin. Les Grecs ont 3 termes dans l'Antiquité pour appeler le peuple. C'est tout d'abord le laikos, c'est le démos, c'est le terme le plus connu, et c'est l'ethnos. Alors je vais commencer par le démos. Le démos, il est très restrictif, c'est le peuple politique. Donc ça exclut dans la Grèce antique, dans la Rome antique, ce qu'on appelle les métèques, c'est-à-dire les étrangers, ça exclut les esclaves, ça exclut les femmes. Vous avez l'ethnos. Alors l'ethnos, c'est, on le comprend bien, d'ailleurs c'est toujours le terme qui dans le grec contemporain qualifie le peuple, c'est le caractère ethnique, culturel, on va dire, du peuple. Et le troisième élément, c'est la société, englobant absolument tout le monde. Et c'est ça, en fait, le laïkos. Et l'idée avec la laïcité, c'est de pouvoir, malgré nos différences, faire société, vivre en commun. C'est pour ça que c'est très, très important. Alors, vous dites qu'il y a 2 orthographes à laïque, à l'adjectif laïque, effectivement. Alors, l'orthographe... Ça n'a pas la même signification. Non, tout à fait. Même si aujourd'hui, l'usage fait que l'orthographe QE au masculin est très peu utilisée, mais c'est important de revenir sur ce point, donc merci d'avoir posé cette question, parce que quand vous utilisez laïque avec un C, c'est pour l'opposer à religieux, à clerc. Alors que le laïque QE, en fait, c'est attaché fondamentalement à la laïcité. C'est indépendant, je dirais, consubstantiel, pardon, de la laïcité. Je vous donne un exemple. On parlera d'un établissement laïque, un établissement scolaire laïque, et en bonne orthographe, on devrait écrire QE, puisqu'on l'oppose aux établissements confessionnels. Bien. Alors, puisqu'on parlait d'étymologie, on va aller à l'Antiquité. Et déjà, dès l'Antiquité, la place de la religion dans la société est discutée. Oui, alors elle est très peu discutée pour être honnête, parce que je dirais qu'effectivement dans la cité grecque... Discutée, je ne veux pas dire qu'elle est combattue, mais elle est discutée. Oui, mais très peu en fin de compte, parce que si vous voulez, dans les États anciens, on pensera à l'Égypte pharaonique, on pensera à la Grèce ancienne et aux cités, on pensera bien évidemment à la Rome antique, et bien le Panthéon, les dieux, occupent une place tout à fait centrale. Mais il n'en demeure pas moins, tout le monde les connaît, qu'il y a des philosophes dans l'Antiquité. On pensera par exemple à Socrate qui va dire ben voilà, on doit faire preuve de raison, les dieux ne sont pas omniscients, donc tout ça est une critique en quelque sorte de la cité antique. Et pour avoir remis en cause ces principes, Socrate, vous le savez sans doute, va devoir s'empoisonner, va devoir boire la ciguë. Il acceptera bien sûr de le faire. Épicure dit exactement la même chose. Son disciple latin qui s'appelle Lucrèce aussi. Donc vous avez des philosophes qui remettent en cause la toute-puissance des dieux en disant voilà, l'humain a quand même son libre arbitre, a une marge de manœuvre, il peut user de la raison. Et bien évidemment, ces philosophes seront ensuite redécouverts à l'époque médiévale, à l'époque moderne et à l'époque contemporaine. Et concernant la religion chrétienne, est-ce qu'on peut dire qu'elle contient la laïcité? Est-ce que la laïcité fait partie de sa nature? Tout le monde connaît la phrase de je dirais, demandez à César. Bien voilà. Évidemment. Alors je dirais que là, les choses sont un petit peu ambiguës. Ce qui est certain, c'est que comparativement à une religion comme l'islam, où la religion est la loi, il peut y avoir en pays chrétien une forme de séparation. Et d'ailleurs, vous avez rappelé la formule du Christ, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a aussi saint Augustin avec
avec les deux cités, la cité de Dieu et la cité terrestre. Donc il peut y avoir dans le christianisme une forme de séparation. D'autres postuleront qu'au contraire... On peut dire qu'elle est en germe. Elle est en germe. Bien évidemment, mon ami Marcel Gauchet parle de catho-laïcité et il dit que la laïcité, en fait, est née en pays chrétien parce que cette religion permettait de la faire émerger, ce que d'autres religions permettaient beaucoup plus difficilement de faire. Et d'ailleurs, par exemple, les premières grandes réformes, on pense à la réforme grégorienne, on voit déjà les prémices d'une séparation, ou du moins... Alors, et là aussi, là c'est ambigu, parce que le pape Grégoire, il est très gêné aux entournures du fait que l'empereur du Saint-Empire romain germanique veut imposer sa loi à l'Église, et il prend le contre-pied, mais lui souhaiterait l'imposer, en fait, au pouvoir temporel. Donc, si vous voulez, on voit qu'il y a quand même une forme d'ambiguïté que recèle le pouvoir religieux, en l'occurrence la papauté. Je dirais que pour faire retour sur la France, si vous voulez, les rois capétiens, eux vont s'affirmer, vont profiter de ce conflit entre le Saint-Empire romain germanique d'une part et la papauté de l'autre pour affirmer leur autorité, créer en fait l'État et essayer non pas de contrebattre la religion, mais de la mettre sous les fourches caudines de l'État. On peut citer comme le roi Philippe Auguste, à la jointure du XIIIe et du XIVe siècle. C'est un roi qui règne longtemps, 1285-1316, et qui va imposer sa loi. Il sera excommunié d'ailleurs 2 fois par le pape. Il faut le savoir, parce que, alors je dirais pas qu'il veut mettre en place une laïcité, là encore ça serait anachronique, mais il veut que le pouvoir politique ne soit pas assujetti au pouvoir religieux. C'est l'un des éléments que je donnais tout à l'heure dans la définition de la laïcité. Alors, autre grande étape avant la Révolution française, ce sont les guerres de religion, que vous appelez d'ailleurs les guerres politico-religieuse. Oui, tout à fait fondamentale. C'est la naissance du protestantisme, on est au début du XVIe siècle, et là, il y a la menace d'un éclatement de l'État royal. Et il y a un certain nombre d'hommes d'État, on peut utiliser le terme pour les qualifier, on pense à Michel de l'Hospital, qui est quand même le chancelier de France, donc le numéro 2 du régime royal, qui en sont très préoccupés. Alors, il est profondément catholique, il voudrait bien évidemment faire rentrer les protestants dans le giron de l'Église catholique, mais il juge que c'est prématuré, qu'on va vers une guerre civile que pourraient gagner les protestants, donc une division, un éclatement du royaume, et donc il est pour mettre en place ce qu'on appelle des édits de tolérance, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Tolérer en latin, ça veut dire supporter ce qu'on ne peut supprimer, donc ça ne peut être qu'une étape, mais malgré tout, on va transiger avec les protestants, donc ça c'est une notion très très moderne. Jean Bodin, quelques décennies plus tard, l'un des pères de notre État contemporain, va dire la même chose, et ce sont en fait ces politiques, on les appelle les politiques, qui vont triompher avec l'avènement du roi Henri IV, qui vient lui-même d'ailleurs du protestantisme, qui se convertit pour monter sur le trône, Henri de Navarre, qui fera passer l'édit de Nantes, qui donc nous donnera un édit de tolérance. Un édit de tolérance, accordant des places de sûreté aux protestants, leur liberté de culte dans les endroits où ce culte est déjà établi, et ça va permettre de coexister, de cohabiter, de nouveau de faire nation. Donc c'est très très important. Donc là, on commence à insister quand même à assister à la séparation politique du sujet et du croyant. Oui et non, parce que là encore, les choses sont complexes. Tous nos rois, bien évidemment, il y a le principe de catholicité. On ne peut pas monter sur le trône sans être un roi catholique. Et on rappellera quand même que le petit-fils d'Henri IV révoquera cet édit de Nantes. Donc vous voyez, c'est une histoire très très complexe. Mais malgré tout, par étapes, progressivement, on voit monter ce principe que le politique doit dominer le religieux dans tout État qui se respecte, et que surtout le religieux ne doit pas dicter sa loi aux politiques. Alors le grand bouleversement, le premier grand bouleversement, c'est la Révolution française et la période napoléonienne qui s'ensuit. Dans la continuité des Lumières. Que se passe-t-il à ce moment-là? Alors déjà, les philosophes des Lumières, donc on est au XVIIIe siècle, explorent plusieurs voies de laïcité. Alors le terme, attention, est un petit peu anachronique. Oui, on l'emploie pas à cette époque. On l'emploie absolument pas. Je rappelle qu'on emploie l'adjectif laïque, mais on n'emploie pas la laïcité. Je rappelle dans mon livre que la première occurrence date de la
Deuxième République, donc de 1849, 48-49, donc oui, c'est très tardif, mais l'idée est déjà là, est déjà en germe. Des philosophes comme Voltaire, Rousseau, Diderot, d'Holbach explorent des voies qu'on peut appeler laïques, qui sont différentes. Alors, peut-être que Voltaire est celui qui va le moins loin, il est très anticlérical, il est pour effectivement un politique qui domine le religieux, mais il veut le maintien du religieux. Rousseau est peut-être celui qui va le plus loin, puisqu'il explore déjà l'idée de religion civile. Donc ça va très loin. Et puis vous avez d'Holbach et Diderot qui oscillent entre le déisme et l'athéisme. Donc c'est encore autre chose. Mais toutes ces voies sont explorées et tout le laboratoire des Lumières va germer en fait à partir de 1789 et la Révolution. Et là vous avez un texte là tout à fait fondamental. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui remplace la souveraineté absolue de droit divin, du roi donc, par la souveraineté nationale. Donc ça c'est le premier élément, et qui met en place la liberté de conscience, un élément qui donnera lieu à la laïcité, mais qui ne va pas jusqu'à la liberté de culte. Elle se mettra en place un petit peu plus tard dans la Révolution. Rapidement, les protestants vont obtenir un état civil. Les juifs, dans la foulée également, vont obtenir l'état civil. Et dans ce laboratoire que va être la Révolution, on va explorer, je dirais, tout ce qu'ont initié les philosophes des Lumières tour à tour. Vous aurez la religion civile de Rousseau et vous aurez pour la première fois en France, en 1795, une expérimentation de la séparation de l'Église et de l'État qu'on retrouvera en 1905 en oubliant que la première a eu lieu pendant quelques mois en 1795. Vous avez enchaîné en évoquant Napoléon Bonaparte. Alors Napoléon Bonaparte, ça sera un autre seuil de laïcité, une autre approche de la laïcité. C'est la religion sous contrôle, avec l'établissement du concordat avec le pape Pie VII. Mais là, c'est l'État qui domine, parce que les religieux sont salariés par l'État, et il n'y a quasiment plus de secret de confession. Quand il y a une menace de complot contre la sûreté de l'État, ils doivent l'indiquer à l'État. Donc vous voyez, l'État contrôle tout sous Napoléon Bonaparte, mais c'est quand même un seuil de laïcité indéniablement. Donc on va rester sous le régime du concordat jusqu'à la fin du siècle. Oui. D'ailleurs, on ne va pas en parler, mais aujourd'hui encore, l'Alsace et la Moselle sont toujours sous le régime du concordat. Et oui, parce qu'un mot quand même, quand on a mis en place la loi de séparation d'Église et de l'État en 1905, l'Alsace et la Moselle avaient été annexées par l'Allemagne, et quand elles ont fait retour à la mère patrie en 1918-19, eh bien, vous avez eu des manifestations, ils n'ont pas voulu rompre avec ce régime concordataire. On n'a pas voulu créer d'émeutes, ils venaient d'être attachés, on leur a laissé le régime concordataire. Alors, donc on va arriver au cœur de notre sujet, enfin le cœur du sujet n'est pas terminé, mais donc la période 1880-1905. C'est votre période préférée. Et donc là, on voit vraiment l'apparition d'une laïcité de combat. Oui. Et j'ai l'impression que la première grosse question, c'est la question scolaire. Oui, alors vous avez entièrement raison. Pendant quasi tout le 19e siècle, entre 1815 et 1880, c'est l'affrontement des deux France, très clairement. La France qui veut la laïcité et celle qui n'en veut pas. Je donne un exemple à nos auditeurs et spectateurs, ils comprendront bien, c'est la destination du Panthéon. Ouais. Quand vous avez des régimes comme la monarchie de Juillet ou la Deuxième République qui sont attachés à une forme de laïcité, c'est pas encore la laïcité telle qu'on la connaîtra ensuite, eh bien le Panthéon est rendu à sa destination de temples de la gloire et des héros de la patrie, comme il l'avait été sous la Révolution française. Et puis quand vous avez un régime comme la Restauration ou le Second Empire qui sont liés à l'Église, eh bien ça redevient l'Église Sainte-Geneviève et ça n'est plus le Panthéon. Alors on ne va pas jusqu'à retirer les corps qui s'y trouvent, mais on ne panthéonise plus personne. Alors 1880, vous avez très judicieusement souligné cette date, la République, elle est en place depuis 10 ans, 1870, mais les Républicains ne sont pas encore au pouvoir. Ils arrivent véritablement au pouvoir en ayant tous les pouvoirs, présidence de la République, Sénat, Chambre des députés, conseils généraux et mairies, à partir de 1880, et ayant tous les rênes du pouvoir, ils mettent en place la laïcité républicaine. Et ils commencent par l'école, parce que pour ces pères fondateurs de la République, on pensera à Léon Gambetta, on pensera à Jules Ferry, on pensera à Jules Grévy. L'école est la mère des combats, on va former des citoyens, et donc ça doit passer par là. Alors, première grande loi, au pluriel, républicaine, les lois Ferry
de 1880, juin 81 et mars 1882 qui mettent en place l'école, tous vos téléspectateurs le savent, laïque, gratuite et obligatoire, hein, entre 6 et 13 ans pour l'obligation, et la laïcité. Alors, 1886, la loi Goblet fait que, Goblet étant un successeur de Jules Ferry, désormais les maîtres d'école seront laïcs, parce que dans un premier temps, on n'avait pas assez de maîtres d'école laïcs, donc on recourait, y compris dans des établissements publics, aux religieux. Oui. Et puis dans cette période tout à fait fondamentale des années 1880, ben vous avez d'autres éléments. On supprime par exemple, ça aussi ça va beaucoup étonner je pense, les prieurs publiques qui démarrent toutes les sessions parlementaires. Et oui, on démarre une session parlementaire jusqu'aux années 1880 par de grandes prières publiques. Désormais, non. Il y a une laïcisation des débats parlementaires. Les cimetières sont également laïcisés. Le divorce, qui avait été supprimé à la Restauration, mis en place par la Révolution et consolidé par le Code civil, est rétabli en 1884. Et le mariage, bien évidemment, civil faisant prime sur le mariage religieux. Et beaucoup d'autres lois sont mises en place, à tel point que Jules Ferry, au terme des années 1880, considère qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il va mourir en 1893. Il aurait peut-être été, Jules Ferry, un adversaire de la séparation des églises et de l'État. Il considérait qu'il ne fallait pas la mettre en place parce qu'on risquait de donner une indépendance à l'Église dont elle pourrait profiter et subvertir l'État, devenir un ennemi de l'État. Il valait mieux avoir, il se satisfaisait du concordat, un peu comme Napoléon. Il valait mieux avoir l'Église sous contrôle. Ça, c'est très intéressant de le dire, parce qu'aujourd'hui, on nous rabat les oreilles en disant la loi de 1905 est l'alpha et l'oméga de la laïcité française. Ben, elle ne l'a pas toujours été, y compris pour des républicains bon teint. Et est-ce qu'on assiste vraiment à une apparition de l'anticléricalisme il est très très prononcé. Et effectivement, il y a des affrontements assez violents, en particulier autour des lois Ferry. Ferry, qui pourtant était un républicain modéré, a été caricaturé. Savoir que Ferry accorde un jour de la semaine, le jeudi en l'occurrence, pour que les petits puissent aller au catéchisme hors de l'école publique. Mais il y avait des républicains, on va dire là pour le coup, laïcards, on peut utiliser cet adjectif, très anticléricaux, comme Paul Bert, par exemple, et d'autres encore, Georges Clemenceau, que tout le monde connaît, qui ne voulaient pas accorder ce jour de repos pour qu'il y ait ce catéchisme. Donc il était un peu contraint par sa gauche, Jules Ferry, et effectivement, il y a des affrontements violents, mais qui vont, avec la loi de séparation de 1905, se multiplier. Mais parallèlement, on assiste à l'apparition d'un catholicisme social. Bien évidemment, tout à fait. Il y a des catholiques très modérés, il y a des catholiques sociaux également, qui séduisent aussi une partie de la gauche. Bien évidemment, tous les hommes de gauche ne sont pas anticléricaux. Il faut savoir que, Ferry, je l'évoquais, il est déiste personnellement, mais sa femme, par exemple, est très protestante. Donc, c'est pas une famille anti-religieuse du tout, la famille Ferry. Et vous avez des républicains très catholiques même. On arrive à la fin du siècle, début 20e. Première loi sur les associations. Oui. Là, qui va également, c'est un pas supplémentaire. Oui, parce que dans le cadre de cette lutte contre la religion que veulent mener certains républicains anticléricaux, on va interdire aux congrégations religieuses d'enseigner. Alors après, on reviendra sur cette mesure, elle ne sera pas définitive, mais à partir de 1902-1903, on fait passer un certain nombre de mesures, ce qui va obliger ceux qui veulent à tout prix recevoir l'enseignement pour leurs enfants de ces religieux, de ces congréganistes, de partir à l'étranger. Alors un exemple qui est bien connu, c'est le père de Charles de Gaulle qui va envoyer son fils dans un collège que lui religieux. Était même professeur chez les Jésuites. Exactement, en Belgique. Et le petit Charles de Gaulle va passer ses années de scolarité, 14-15 ans, en Belgique. Alors l'artisan de cette loi de 1905, c'est Aristide Briand, c'est pas... Oui, exactement. Ce sont deux hommes, en fait. Oui. Aristide Briand et Ferdinand Buisson, qui est un peu le père de la laïcité française, qui présidera, en fait, la commission parlementaire. Mais, en fait, la loi de 1905, on l'appelle la loi Briand. Parce que Briand, c'est lui qui l'a rédigée avec un certain nombre de conseillers. C'est très amusant. Parmi ses conseillers, il y avait un catholique, un protestant et un juif. Donc, vous voyez, Briand lui-même était athée.
mais il n'en faisait pas profession forcément. Il est plutôt, d'ailleurs, on va le voir avec cette loi, plutôt libéral. Il ne veut pas se mettre complètement l'Église catholique à dos. C'est l'idée de pacifier les choses. Et comme il est le rapporteur de la loi, on appelle cette loi la loi Briand. Deux principes dans cette loi, très rapidement. Il y a beaucoup d'articles, mais les deux premiers articles sont les articles principiels. Séparation des églises. Alors on utilise le pluriel parce qu'il y a les protestants, il y a aussi le culte israélite, et bien évidemment le catholicisme, et l'État. Ils sont séparés. Et le deuxième élément, c'est le principe de neutralité. On dit l'État ne reconnaît aucun culte. Alors ça ne veut pas dire ni qu'il les persécute, ni qu'il n'a pas de relation avec eux. Simplement, il ne s'immisce pas dans leurs affaires financières. Et c'est là où le bas va blesser pendant quelques années. C'est que bien évidemment, comme l'État et l'Église catholique étaient intriqués, avec le Concordat entre autres, l'État finançait les choses, et on va devoir inventorier les biens de l'Église catholique. Et c'est là où ça va commencer à déraper. Ça va entraîner une querelle des inventaires, il va y avoir mort d'homme, et Clémenceau, c'est là où il va se révéler, tout anticlérical qu'il est, il est ministre de l'Intérieur à l'époque, il va dire nous arrêtons là, la loi de séparation des églises et de l'État ne vaut pas la mort d'un homme. Donc top, on verra plus tard. Ce qui envenime aussi un petit peu les choses, c'est que dans un premier temps, le pape de l'époque, le pape Pie X, ne va pas reconnaître la loi, et en fait les choses vont se pacifier véritablement avec la Grande Guerre, la fameuse union sacrée, comme le dira Maurice Barrès. Eh bien les tranchées vont réconcilier toutes les familles spirituelles de la France, les catholiques, les protestants, les juifs, les athées, qui vont se retrouver pour défendre la patrie. Revenir à cette loi de 1905, vous dites qu'elle paraît assez libérale de premier abord, mais surtout qu'elle est incomplète, ou du moins qu'elle ouvre la porte à plein de jurisprudence. À plusieurs interprétations. Alors on va le voir entre autres avec les processions religieuses sur la voie publique. C'est-à-dire que l'idée de Briand, il le dit à un moment donné dans le débat parlementaire, c'est que tout ce qui prêtera à confusion devra être interprété dans un sens libéral. Et c'est au Conseil d'État, le Conseil d'État existe depuis Napoléon, il n'a pas été remis en cause par les différents régimes, de trancher pour voir quand il y a un problème, un litige. Et dans plusieurs communes, des maires anticléricaux voudront interpréter la loi de 1905 dans un sens très dur et interdiront les processions religieuses sur la voie publique. Et le Conseil d'État tranchera en disant mais non, mais pas du tout, du moment qu'il n'y a pas trouble, ça c'est très important, à l'ordre public, les curés ont le droit, par exemple, pour la fête de Dieu, etc., de faire une procession dans l'espace public. Et concernant l'entretien des monuments, l'entretien des églises, ça apparaît plus tard, ça apparaît en 1900. Ça apparaît à ce moment-là, parce qu'on cite toujours la loi de 1905, mais vous avez 3 lois complémentaires entre 1905 et 1907, et si vous voulez, les républicains étaient déjà très attachés à la notion de patrimoine historique, et les cathédrales, on le voit avec la restauration de Notre-Dame et la manière dont elle a été restaurée. Alors ça, c'est pareil, il faut en dire un mot parce que les téléspectateurs ne sont pas tous forcément au fait de cela, relève de l'État. L'entretien des cathédrales en France, c'est l'État qui l'assume. L'église sont les municipalités. Et alors, les églises, c'est les municipalités, sauf les bâtiments à caractère historique qui sont classés bien évidemment par l'État, où l'État met la main à la pâte. Et donc, ça peut entraîner pour les églises un certain nombre de difficultés parce que nous avons un patrimoine religieux extrêmement important en France, plus de 60 000 églises. Et donc ça coûte très très cher à entretenir. Et on voit qu'il peut y avoir des problèmes, mais les cathédrales, elles sont sauvegardées par le fait que l'État est derrière quand même. Alors il y a un homme dont nous n'avons pas parlé, mais dont le nom est très attaché à cette loi, c'est Émile Combes. Ah oui. Alors Émile Combes, qui lui-même est un ancien séminariste, donc il connaît très très bien l'Église, on ne le sait peut-être pas, mais un peu comme Jules Ferry se méfiait beaucoup de l'Église, qu'il connaissait bien, ne voulait pas de la loi de séparation des Églises et de l'État. À l'origine, il voulait un concordat avec un strict contrôle de l'Église, une mainmise de l'État. Et puis il y a un certain nombre de faits qui vont, en 1903 à 1904, le convaincre et le faire basculer. C'est entre autres l'affaire Dreyfus, les suites qu'on évoquait de la loi sur les associations, et lui-même va se rallier un peu comme un Clémenceau, Jaurès également d'ailleurs. Mais pourquoi son nom est attaché à la loi ?
Ah non, le nom de Combes. Mais pourquoi était-il attaché à cette période? Parce qu'il a été au pouvoir avant et il a laissé un funeste souvenir à l'Église catholique, puisque, entre autres, il a fait faire des fiches sur les officiers supérieurs pour identifier ceux qui étaient catholiques et les surveiller de très près. Donc, si vous voulez, pour les catholiques, le nom d'Émile Combes, président du Conseil, avant la loi, en 1905, c'est plus lui qui est président du Conseil des ministres, et était présenté comme un farouche anticlérical. Alors, vous avez parlé de la Grande Guerre en disant que ça a apaisé les choses, donc je vous propose de passer assez rapidement et d'arriver, parce qu'il n'y a pas eu grand changement finalement entre 1918 et les années 80-90. Un petit arrêt simplement, mais vous avez entièrement raison, hein. Globalement la laïcité n'est plus fondamentalement remise en cause. J'en veux pour preuve que sous le maréchal Pétain, sous le régime de Vichy, il n'y aura pas de remise en cause de la loi de 1905, c'est important à le dire. Alors il y a quand même la querelle scolaire qui ressurgit périodiquement. Elle ressurgit dans les années 50 et au tout début des années 1960 parce que il y a l'enseignement libre qui est favorisé par un certain nombre de ministres, y compris d'ailleurs, on n'aura pas le temps de le développer, par le général de Gaulle et son premier ministre qui est Michel Debré, la fameuse loi Debré de 1959. Et là vous avez toute la gauche laïque qui se retrouve dans la rue pour manifester contre ces lois. Et De Gaulle ne reculera pas. Et puis, vous avez au début des années 80, ça rejoue en sens inverse, hein, c'est le grand service public de l'enseignement voulu par le président Mitterrand et sa majorité de gauche, là, le projet de loi Savary, de grandes manifestations organisées par la droite, Monseigneur Lustiger, l'archevêque de Paris, etc. Et là, par contre, Mitterrand sera contraint de reculer en 1984. Mais je dirais, voilà, vous avez deux épiphénomènes, et globalement, on ne parle plus de laïcité, elle n'est pas. Alors, jusqu'à la première affaire du foulard, l'affaire de Creil, et c'est concomitant effectivement avec, on peut parler d'un choc exogène, l'apparition de l'islam, puis de l'islamisme dans la société qui va peut-être remettre en cause certaines lois. Alors déjà, première question, est-ce que vous développez dans un chapitre entier, est-ce que l'islam est compatible avec il y a beaucoup de laïcité? questions. Alors là, ce débat, il y a un chapitre entier dans le livre qui est consacré. Je dirais, c'est beaucoup plus dur, je vais en rajouter 15, par rapport au catholicisme et plus largement au christianisme, parce que la loi est une loi religieuse en terre d'islam, et donc, si vous voulez, les deux sont intriqués, indéniablement. Mais malgré tout, ce qu'on omet de dire, c'est que vous avez des penseurs, y compris des penseurs musulmans, et des théologiens et des pères de la foi, qui ont considéré qu'il fallait faire comme on le faisait parallèlement en Occident, c'est-à-dire une forme de domination, de contrôle du politique sur le religieux. Et on ne va pas avoir le temps de développer, mais je vais vous donner deux exemples pour que vous compreniez très bien les choses. Le premier exemple, c'est bien évidemment Mustafa Kemal Atatürk, qui arrive au pouvoir au lendemain de la Première Guerre mondiale en Turquie. Alors, la Turquie est l'héritière de l'Empire ottoman, qui est un État théologique, il faut le savoir. Et il va mettre en place une forme de laïcité. D'ailleurs, dans beaucoup de langues, il n'y a pas d'équivalent à notre terme français de laïcité, mais il y en a un en turc, laïclik. Donc, vous voyez, c'est significatif. Et l'un des grands modèles de Mustafa Kemal Atatürk, c'est Napoléon Bonaparte. Donc, vous voyez, ça ressemble très fortement. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'une forme de laïcité avec Napoléon Bonaparte, une religion sous contrôle, à ce qu'a voulu mettre en place Mustafa Kemal Atatürk. Notez que, par exemple, vous le savez, la grande mosquée de Constantinople et d'Istanbul, a été transformée en musée par le dit Mustafa Kemal Atatürk, avant que Erdogan ne refasse une mosquée. Donc, premier exemple. Puis, deuxième exemple, ce qu'on voit en Tunisie aujourd'hui, puisque dans la constitution tunisienne, le blasphème, un certain nombre d'interdits, la charia, bien évidemment, sont bannis de la constitution. Donc, vous voyez, il y a des limites qu'on peut imposer. Alors, il n'en demeure pas moins, comme je le disais, que c'est très dur en pays musulman, mais normalement, ce que dit l'islam, c'est que le musulman doit s'adapter au pays où il se trouve. Et donc, nous avons eu depuis très longtemps une très forte communauté musulmane en France. On rappellera que l'Algérie a été française jusqu'en 1962 et la République a été confrontée à ce problème et donc avait su le résoudre en adaptant un petit peu, bien sûr, la loi de séparation des églises et de l'État. Le problème, c'est que depuis les années 1980, vous avez le surgissement d'un islam
politique en France, instrumentalisée par un certain nombre de congrégations. On pensera, pour n'en citer qu'une, aux frères musulmans. Je vous cite les frères musulmans, puisqu'il a été prouvé, c'est très documenté, qu'ils ont joué un rôle dans l'affaire du voile, des 3 jeunes filles voilées du collège de Creil, pour aller à l'affrontement et pour tester la République. Donc on teste la République. On teste la République, progressivement. On cherche à la faire reculer par étapes. Et si la République est faible, elle recule. Et parfois, elle estime que non, elle ne peut plus reculer, elle prend des lois. Alors la première grande loi qui modifie notre laïcité depuis 1905, c'est la loi du 15 mars 2004, qui interdit le port des signes ostensibles dans les établissements primaires et secondaires, donc les collèges et les lycées, et qui donc va résoudre cette affaire du voile dans les établissements scolaires. C'est une loi qui a été efficace ? Elle a été extrêmement efficace. Ça a été montré par des études de sociologie, puisqu'en fait, vous aviez Lionel Jospin, qui était le ministre de l'Éducation nationale, avait un peu botté en touche en disant on regardera au cas par cas. Il avait dit c'est les chefs d'établissement qui décideront. Moyennant quoi, les chefs d'établissement étaient très démunis. Imaginez que dans la même commune, dans un établissement, le voile était interdit et que dans l'autre, il était toléré. Donc ça posait d'énormes problèmes. Et le Conseil d'État disait exactement la même chose que Lionel Jospin. Donc Jacques Chirac, quand il a été réélu en 2002, a dit bon là, il faut véritablement mettre une commission en place, la commission Stasi, et ça aboutit à la loi du 15 mars 2004. Et là, drastiquement et radicalement, les affaires de voile se sont arrêtées. Mais bien évidemment, les contestations, le fait de tester la République, s'est porté sur d'autres terrains. L'université. Il y a les cantines scolaires, déjà dans le secondaire. On l'a vu avec les sorties scolaires également. Et puis on l'a vu récemment avec d'autres tenues. L'abaya, par exemple, les dijdash également pour les garçons, dans un passé plus récent. Et puis, vous avez raison, l'université, etc., etc. Mais alors, donc cette République testée, elle répond au coup par coup. On a l'impression que c'est très désordonné, qu'il n'y a pas de... Alors c'est très désordonné, sauf que... bouche les trous. Voilà, vous avez entièrement raison, sauf... Pourquoi ? Parce que notre classe politique est extrêmement divisée, y compris par rapport à la laïcité. Est apparu dans les années 1980 un concept qu'on appelle la laïcité ouverte. Donc c'est le concept d'inclusivité qu'on retrouve dans notre domaine. Essayer de ne pas choquer les populations qu'on accueille, et donc en les acceptant avec leurs mœurs. On est très très loin du principe d'assimilation républicaine que l'on retrouve. Alors, il va peut-être être supprimé. Emmanuel Macron avait dit qu'il était dépassé. On constate que nous sommes au milieu de son deuxième quinquennat, il ne l'a pas supprimé, mais on le retrouve ce principe quand même dans le Code civil, et toutes nos républiques ont maintenu ce principe d'assimilation. Mais aujourd'hui, il est contrebattu, effectivement, par l'intégration, et dans l'intégration, c'est une laïcité ouverte. Donc tout le monde n'est pas d'accord. À droite, alors ce qui est paradoxal au cours des 40 dernières années, c'est que la droite est devenue très laïque, pas toute, mais on va dire majoritairement, en particulier le Rassemblement national sous l'influence de Marine Le Pen, alors qu'à gauche, vous avez une ligne de clivage qui passe d'ailleurs depuis l'affaire de Creil. Quand historiquement on regarde, une partie de la gauche reste très laïque, mais une très grande partie de la gauche n'est plus vraiment laïque, pratique une laïcité ouverte, voire plus de laïcité du tout. Au nom de l'inclusivité, du respect des mœurs des étrangers arrivés en France. Alors, la République arrive au coup par coup à réagir. Il y a la loi Copé sur l'interdiction du voilement intégral dans la rue, qui est une loi alors que, et je le comprends, beaucoup de juristes et de mes collègues historiens ont du mal à classer au rang des lois de laïcité, parce que c'est au nom du principe d'ordre public. Une femme entièrement voilée, derrière le voile, ça peut être un homme, ça peut être quelqu'un qui va braquer une banque, comme quelqu'un qui se balade dans l'espace public avec un casque de moto intégral. Et donc, c'est au nom de ce principe que cette loi a été prise. Mise à mal avec le Covid, d'ailleurs, parce que maintenant... Exactement. On peut avoir un masque. Sinon, il y a une dernière loi en date, c'est celle de 2021. Oui. Et alors là, est fondamentale. Avant que vous ne développez ça, je vais passer à la conclusion de votre livre, qui est assez étonnante pour un livre d'historien. Vous faites un petit rappel sur hier, vous parlez d'aujourd'hui, mais également de demain. Oui. Est-ce que c'est le rôle d'abord d'un historien de parler de demain ? Et puis donc ce demain, c'est la loi de 2021 qui va commencer à être appliquée. Alors, c'est bien évidemment pas le rôle d'un historien d'être un confident de la Providence, c'est-à-dire d'essayer de deviner ce qui va se passer. Et si l'historien veut être sérieux, c'est pas son rôle non plus d'être partisan et de donner une voix
à suivre. Je constate que mon livre, ça m'a d'ailleurs beaucoup étonné, est un livre qui a été accepté, je rougis en le disant, mais vous me tendez la perche, encensé par tout la classe politique, les spécialistes de la laïcité, parce que justement, il n'y a pas de parti pris dedans. Simplement, je donne des pistes possibles d'évolution, et je dis que nous pourrions arriver dans une société communautariste, c'est tout à fait possible. Pourquoi pas regardez par exemple ce qu'a écrit, on le dit aujourd'hui avec une forme de prescience, disent certains, Michel Houellebecq, son livre Soumission. Oui. C'est une possibilité. On peut rester tel quel. Et puis, on peut être proactif, c'est-à-dire faire évoluer la laïcité, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. La loi de 1905, c'est une étape, mais on peut aller beaucoup plus loin ou régresser. Oui, elle correspond à un moment donné. Elle correspond à un moment donné, et pendant un siècle, elle a complètement structuré notre laïcité, mais elle a énormément évolué avec, et personne ne le dit, c'est ça qui me frappe, avec la loi d'août 2021, une loi que portait à la fois Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, Blanquer étant un farouche partisan d'une laïcité ferme, puisque, en fait, il n'a échappé à personne que nous avons eu des attaques multiples contre notre pays, et en particulier des attaques terroristes. Alors, il y avait eu des vagues terroristes avant, mais en particulier depuis les années 2012-2014. Et donc, il s'agissait d'agir, et donc c'est une loi qui défend et qui impose le respect des principes républicains. Et comme je le disais tout à l'heure, parmi ces principes républicains, vous avez la laïcité. Donc on est dans une laïcité proactive, dans une laïcité... Je vais vous le donner par quelques éléments. On a eu des problèmes dans des conseils municipaux, par exemple, où il y avait des femmes voilées et qui faisaient, on le voyait bien, qui testaient le conseil municipal et à travers lui la République. Ça n'est plus possible aujourd'hui en vertu de cette loi. Vous aviez dans les aéroports de Paris des agents qui s'arrêtaient pour faire une prière, par exemple, ou des conducteurs de bus à la régie autonome des transports parisiens qui refusaient de prendre leur service quand une femme conductrice l'avait pris avant eux en disant « voilà, ma religion musulmane me l'interdit ». Tout cela est impossible aujourd'hui grâce à cette loi, ou à cause, diront certains, de cette loi. Deuxième élément, et là on voit que la loi de séparation a beaucoup évolué, eh bien désormais l'État peut aller voir ce qui se passe dans les églises, dans les temples, mais aussi, vous me voyez venir dans les mosquées, pour voir s'il n'y a pas des prêches de haine, voire des appels au meurtre et à des attentats. Et Gérald Darmanin ne s'est pas privé de faire interdire certaines, et fermer d'ailleurs, par fermeture administrative, certaines mosquées où il y avait des prêches de haine. Ça n'était pas possible avant la loi de 2021. Et il en est de même dans l'éducation, puisque vous avez, vous le savez, en France, 3 types d'enseignement scolaire. Vous avez l'enseignement public, vous avez l'enseignement privé sous contrat, donc là je dirais il n'y a pas de problème dans ces 2 types-là, mais vous avez l'enseignement privé pur, qui n'est pas sous contrat. Et là on pouvait faire absolument tout et n'importe quoi avant la loi de 2021. Eh bien désormais, ça n'est plus possible et on a vu un certain nombre d'établissements d'enseignement privé hors contrat être fermés, interdits, parce que là aussi, la haine de la République y était prêchée. Mais de faire une laïcité offensive et proactive, comme nous le disions, est-ce que finalement, est-ce qu'elle deviendrait non plus un principe, mais une valeur ? Non, parce que... Est-ce que c'est un modèle à proposer ? Alors, moi, là, on va dire, il sort de son rôle de neutralité, mais je dirais non, dans la mesure où on respecte les 3 éléments fondamentaux de la définition que je disais tout à l'heure. Il ne s'agit pas, encore une fois, de, on va dire, persécuter des religions, loin s'en faut, mais de s'assurer que les religions ne menacent pas le pouvoir civil et la République. Donc, c'est radicalement différent. Chacun reste dans sa sphère. Merci Éric Anceau. Donc, je rappelle le livre Laïcité, un principe. Je dois souligner que, comme votre livre sur les impôts, vous attaquez à des sujets qui sont ardus, qui ne sont pas forcément, j'ai employé le terme, forcément très sexy, mais vous arrivez à les rendre très lisibles et très agréables à lire. Merci. Donc c'est Laïcité, un principe, de l'Antiquité au temps présent. C'est chez Alpha Histoire, c'est la collection poche de Passé Composé. Merci beaucoup. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, réalisée en partenariat avec la revue d'Histoire européenne. Vous allez maintenant retrouver Christopher Lannes et la petite histoire, mais avant, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt.
Louis-Antoine de Bougainville, c'est le premier Français à avoir fait le tour du monde. Il a participé à l'une des premières expéditions scientifiques de l'époque. Bon, pour son époque, c'était ce qu'on appelait un honnête homme. Il était élève de l'encyclopédiste d'Alembert. Il était donc parfaitement dans son temps. Avant de parler de son aventure autour du globe, on va parler de son parcours, de son enfance, car justement, dans son enfance, rien ne le prédestinait au métier de la mer. Son père était un notaire et Louis-Antoine, alors qu'il était encore très jeune, est devenu très vite avocat au Parlement de Paris. Il a commencé sa carrière dans l'armée, il a entrepris une carrière militaire, il a servi dans les mousquetaires. Si vous voulez en savoir plus sur les mousquetaires, je vous renvoie à l'épisode de La Petite Histoire consacré à ce sujet. Donc il a servi dans les mousquetaires et aussitôt, en 1754, il a été nommé à l'ambassade de Londres. L'année suivante, on le retrouve en tant que lieutenant dans les Apshon Dragons de Londres et en 1756, il est même reçu à la Royal Society de Londres. Mais à ce moment-là, la guerre entre la France et l'Angleterre est sur le point d'éclater. Il s'engage alors pleinement dans la guerre de 7 ans et ça va être là son premier voyage maritime puisqu'à l'âge de 26 ans, il va s'engager à partir pour le Canada. Promu au grade de colonel, il repartira ensuite en 1759. Après la chute de Québec, il est prisonnier sur parole et il reçoit de la part du roi d'Angleterre l'autorisation d'être libéré et même de resservir dans l'armée française, mais uniquement en Europe. La guerre de 7 ans, comme vous le savez, sera perdue par la France avec le désastreux traité de Paris, et c'est alors que l'avenir s'obscurcit pour lui qui voulait s'engager pleinement sur les mers, puisque la France a perdu des colonies, la marine doit être reconstruite, rebâtie, et donc l'avenir est assez sombre pour l'instant. Mais c'est là justement qui va être sa chance, puisque si la marine militaire doit être entièrement refaite, qu'il n'y a plus de colonies, etc., ça va donner un nouvel essor à ce qu'on appelle à l'époque les voyages de découverte. La France se cherche alors de nouvelles colonies. Bougainville, lui, son idée, ça va être de découvrir le fameux continent inconnu. Vous savez, à l'époque, on pensait qu'entre les Indes et l'Amérique, dans l'immense Pacifique, il y avait au milieu, enfin plutôt au sud, un continent qu'on n'avait pas encore découvert, un énorme continent qui nous promettait plein de richesses. Ce continent avait été imaginé en 1756 par le président de Brosse dans son livre « Histoire des navigations en terres australes ». Eh bien c'est ça qui va motiver Bougainville et il va même avoir le soutien du prince de Condé à l'époque, et ensuite l'approbation du roi. Il va alors repartir sur les flots, il va arriver au Malouine en 1764, d'ailleurs il va y créer un établissement pour y établir des colons venus d'Arcadie, parce qu'ils avaient été chassés de là-bas par les Anglais, si vous avez suivi. L'année suivante, il reconnaît le détroit de Magellan, et à cette occasion, il prend d'ailleurs contact avec les Patagons. Les Patagons, ce sont les habitants de ces contrées, mais ils sont pas très beaux, ils ont pas une civilisation très intéressante, en bref, tout le monde s'en fout. Voilà, tout ça c'est pas très excitant, et même l'année suivante, eh bien, l'Espagne se rend compte que la France s'intéresse aux Malouines, qui leur appartenaient, et donc elle réclame son droit, et en plus ça pourrait lui aliéner l'Angleterre. Ainsi en 65, c'est Bougainville lui-même qui fut chargé d'aller à Madrid pour négocier la remise des Malouines aux Espagnols. Mais il avait toujours son idée en tête qui était de découvrir ce fameux continent austral, et donc il a proposé, juste après avoir remis les Malouines aux Espagnols, qu'on lui affrète 2 navires pour cette expédition. En plus, il y avait aussi les Anglais sur le coup. Une première expédition anglaise n'avait pas découvert cette Terra Australis Incognita, mais une seconde venait justement de partir et il fallait les devancer. Il y avait plusieurs intérêts pour la France à découvrir ce nouveau continent. Bon, évidemment, toutes les richesses qui étaient promises, mais aussi ça permettait d'y implanter une base pour contourner l'escale du Cap, d'ouvrir de nouvelles routes vers la Chine et accessoirement de prendre possession des éventuelles îles à épices qu'on pourrait découvrir. Ainsi, il s'embarque en novembre 1766 avec pour la première fois à bord de ce navire une équipe de savants. Le problème, c'est que les Anglais sont partis
3 mois avant. En plus, en novembre 66, il n'y a qu'un navire qui part, l'autre n'est pas prêt. Ce navire, il s'appelle la Boudeuse. Super, ça fait rêver. Il fait donc escale à Montevideo et il y attend l'Étoile, le navire l'Étoile qui le rejoint là-bas et ils peuvent tous les deux repartir mais en décembre 1768. Ils ont pris énormément de retard, ils s'engagent donc dans le détroit de Magellan et le 3 mars, ils arrivent à proximité des îles Tuamotu. Le 4 avril, l'expédition arrive à Tahiti, que Bougainville rebaptisera la Nouvelle Citerre à cause de la beauté des femmes de cette île. Les Anglais étaient déjà venus sur Tahiti quelques mois auparavant, encore une fois ils nous ont devancés, mais la nouvelle de la découverte de Tahiti arrive en Europe et fait l'effet d'un choc puisque pour la première fois on se rend compte qu'on a découvert une île luxuriante avec des gens qui sont beaux et qui ont une civilisation tout entière à leur disposition. Et oui, parce que les Tahitiens et les Tahitiennes particulièrement, c'est pas les Patagons, sans vouloir être méprisant, mais bon, là on s'y intéresse vraiment. Les Français restent 9 jours à Tahiti et, fait important, le frère du chef de cette tribu, qui s'appelle Aruturu, décide de s'embarquer avec les Français pour aller découvrir la France, ce que Bougainville accepte évidemment. Le 16 avril, l'expédition française arrive à l'archipel des Samoa et continue à faire cap vers l'ouest. Elle passe au large de Futuna, des Nouvelles-Hébrides, du Vanuatu, et toujours pas de continent inconnu en vue, et en plus les conditions sont de plus en plus difficiles. L'eau manque, la faim les tiraille et l'équipage est atteint par le scorbut. En juin, ils passent la grande barrière de corail, puis ils atteignent les côtes de la Nouvelle-Guinée, puis les îles Salomon et la Nouvelle-Irlande, mais ils font face cette fois à l'hostilité des populations autochtones et ils doivent repartir vers l'ouest. Ce n'est qu'en septembre qu'ils atteignent enfin les Indes néerlandaises et là, ils peuvent se ravitailler. Mais la mission est un échec, on n'a pas découvert ce fameux continent inconnu. Mais c'est normal, il n'existe pas, sois pas étonné. Et oui, on n'est pas dans un roman de Jules Verne, malheureusement, on aurait pu découvrir un continent inconnu avec pourquoi pas des dinosaures, des hommes préhistoriques, pourquoi pas, faut rêver un peu, On a été devancé par les Anglais, une fois de plus, on commence à être habitué à ça, donc il faut un peu travailler son imagination. Bougainville rentre en France le 16 mars et il débarque à Saint-Malo. Finalement, les Anglais sont arrivés avant nous à Tahiti, il n'a pas découvert de nouvelles routes vers la Chine, il n'a pas découvert ce continent inconnu, et il n'a pas pu conquérir de nouvelles îles et remplacer les colonies perdues. Néanmoins, il est le premier Français à avoir fait un tour du monde, il a fait partie de cette nouvelle vague d'expéditions scientifiques, et en 1771, il publiera le récit de ses aventures dans un livre. Qu'est-ce qu'il est advenu de Bougainville ensuite ? Il a participé à la guerre d'indépendance américaine. Ensuite, à partir de 1790, il s'est consacré à des travaux scientifiques, ce qui lui vaudra d'être reçu à l'Institut. Eh oui, c'est pas très glorieux tout ça, je vous le concède, je m'en excuse, mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est l'histoire, Une fois de plus, on a été devancé par les Anglais. On n'a pas découvert ce merveilleux continent plein de promesses, mais bon, ça fait quand même rêver, ça fait voyager. On fait avec ce qu'on a, on a une histoire formidablement riche. Et là, je vous ai parlé du premier Français à avoir fait le tour du monde. C'est quand même pas rien. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Petite Histoire et on se retrouve dès mardi prochain pour un nouveau numéro sur TV Liberté. À bientôt.